je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. On y est, dernière semaine de 2023, la dernière ligne droite direction 2024. Il est à présent l'heure pour moi de dresser un petit bilan de cette année 2023, cette année écoulée. Une année très forte en cinéma. Je préfère tout de suite le préciser, je vais dresser un top 10 personnel que j'ai pu voir en 2023. Il est bien entendu impossible de voir absolument tout ce qui est sorti cette année, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes. Donc il y a forcément des films que vous avez kiffé, que vous avez adoré, qui sont dans vos tops personnels que moi j'ai pas vu. Et pour vous en assurer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message privé, qu'on puisse discuter cinéma, de films que vous auriez vus, que j'aurais pu manquer, etc. Ou encore sur mon Letterboxd où vous pouvez retrouver tous les films que j'ai vus cette année, les années passées. Tous les films ont une note, donc vous saurez si je l'ai apprécié ou non. Et également, vous pourrez voir si le film que vous avez vu, soit je l'ai vu, soit je ne l'ai pas vu, ou alors est-ce qu'il est dans ma watchlist, donc dans ma liste des films à voir. Avant de vous dresser le top 10, mon top 10 des sorties 2023, je vais vous faire quelques recommandations, quelques films qui ne figurent pas dans mon top 10, mais qui n'en reste pas moins d'excellents films, d'excellentes propositions qu'il faut absolument voir et rattraper si vous ne les avez pas encore vus. On a eu le retour de David Fincher avec The Killer sur Netflix. Ça, j'ai été vraiment déçu de le voir sur Netflix. Je trouve que c'est un film qui avait toute sa place dans une salle de cinéma. Sinon, je ne l'ai pas cité, mais Gran Turismo aussi, qui a été un coup de cœur à sa sortie. Voilà, visuellement, c'est assez fou. Et se dire que c'est inspiré d'une histoire vraie est d'autant plus impressionnant. Il y a eu Yannick également, le dernier film de Quentin Dupieux, qui a... pareil, une carrière assez incroyable. On a eu une affiche et un teaser peut-être quelques semaines avant sa sortie, tout juste. Donc c'est assez impressionnant de voir comment le film a décollé. Et en plus de ça, la carrière qu'il a, je crois qu'il est passé au box-office, le film de Quentin Dupieux ayant attiré le plus de spectateurs. Et ça, c'est complètement fou quand on apprend en plus de ça que il a tourné le film alors qu'il était encore sur la production du film qui sortira l'année prochaine. Et le gars a réussi à tourner un film, je crois, en moins d'une semaine. Et a réussi au final à faire le montage et à redépasser le film qui était déjà tourné en cours de production. Enfin, le truc est complètement fou. Et Quentin Dupieux est un grand malade pour ça. Et c'est pour ça que je l'aime profondément. Il ne sera pas dans mes tops également, mais Oppenheimer, le film de Christopher Nolan qui a bénéficié du Barbenheimer, le très gros événement de cet été que j'ai énormément apprécié, mais qui, malheureusement, encore une fois, il faut faire des choix. Parce qu'on n'a que 10 places dans un top 10 et donc il faut faire des choix. Limbo de Soi Cheang, un film hongkongais, c'est une pépite. Visuellement, c'est incroyable. On se croirait dans un Seven, mais encore plus trash et encore plus crade que dans l'univers de David Fincher. Donc franchement, foncez voir ça. Farang, le film de Xavier Jans. Voilà, un film français qui m'a vraiment subjugué par toutes ces chorégraphies de combat qui sont vraiment très impressionnantes. Et par le parcours du film, voilà, j'avais eu l'occasion d'écouter une interview du réalisateur qui disait que, à la base, le film devait être financé par Netflix. Sauf que Netflix voulait que le film soit tourné intégralement en France, ce qui n'était pas du tout dans l'optique du réalisateur. Et donc derrière, c'est Canal+ et France Télévisions qui sont montés sur le projet et qui ont permis au film d'aller se tourner là où il devait aller se tourner et de faire du projet de Xavier Jans un film impressionnant. Également, Spider-Man Across the Spider-Verse qui ne sera pas dans mon top de l'année mais qui est une pépite d'animation. On a également Misanthrope, le film de Damian Szifron. C'est un thriller incroyable
incroyable et impressionnant dans son rythme, dans sa mise en scène, dans sa photographie. Évidemment, le meilleur Marvel de 2023 et peut-être même de 2022, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Voilà l'adieu de James Gunn au MCU avant qu'il débarque chez DC. Il y en a eu énormément de films très bons cette année. Et si je devais en citer un particulièrement qui n'est pas dans mon top mais qui est un très très gros coup de cœur, ce serait L'amour et les forêts. Un film avec Virginie Efira et Melville Poupeau qui était passé par le Festival de Cannes et qui est foudroyant. Il m'avait vraiment très très ému et c'est vraiment un film à voir, un film nécessaire. On va pouvoir attaquer après ces petites mentions honorables avec le top 10. Ce sera Mission Impossible 7, Dead Reckoning Partie 1. Pourquoi ? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est un top entièrement personnel. Et c'est un film que moi j'attends depuis l'été 2022. Parce qu'en été 2022, on a eu un teaser qui est sorti. Je vous en avais parlé dans le podcast. Et ce teaser, je n'en ai absolument rien vu. Moi, le seul truc que j'avais, c'était cette musique qui montait progressivement. Et qui nous dévoilait absolument rien scénaristiquement, mais qui dévoilait énormément visuellement ce qui se passait dans le film. Et donc ça, on avait eu le teaser quasiment 1 an avant la sortie du film. Et moi, je m'étais préservé de tout ce qui était sorti sur le film, les petites featurettes, les petits making-of, etc. Et j'ai vraiment découvert le film en salle avec les cascades incroyables de Tom Cruise en salle, en 4DX. Et c'était vraiment un moment exceptionnel. Je vous invite vraiment de plus en plus à essayer d'éviter de regarder les bandes annonces. En 9e place... il est sorti très tôt dans l'année. Ce sera le nouveau film de Steven Spielberg, de Fabelmans. Tout simplement, j'ai découvert le film lors du festival Télérama en 2023. Donc, il était passé en avant-première dès le mois de janvier pour une sortie en février, me semble-t-il. Et The Fabelman, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est la vie de Steven Spielberg. Sa vie est incroyable et le film l'est tout autant. Encore aujourd'hui, j'ai des images du film qui me reviennent en tête et qui sont tout simplement incroyables. Donc pour ça, merci Steven Spielberg. Et on avance. En 8e place, un film que j'attendais énormément. C'est un film d'animation. Ça s'appelle Linda veut du poulet. C'est un film qui a été présenté au Festival international du film d'animation d'Annecy, où il est reparti avec le Cristal, à savoir la plus haute distinction du festival. Et c'est un film qui est complètement dingue. L'animation est somptueuse. C'est une animation que je n'ai vue nulle part ailleurs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut manger le poulet de son papa décédé, la recette du poulet de son papa décédé. Et de là va découler un nombre incalculable de péripéties. Et le film est complètement fou, les doublages sont incroyables. Et c'est vraiment un film d'animation à découvrir. En 7e place, un film de festival pour moi, Menu Plaisir de Frédéric Wiseman. C'est un film sur la cuisine, ça dure 4 heures, c'est un documentaire qui revient donc sur la maison 3 Gros, qui est la maison emblématique aux 3 étoiles me semble-t-il. Tout simplement, moi la cuisine c'est l'une de mes passions. C'est tout bonnement sublime, c'est somptueux, ça donne la dalle. En 6e place, The Creator, le film de science-fiction de cette année avec le décalage de Dune partie 2. The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards, c'est sublime, tout simplement. Encore une fois, j'avais vu absolument aucune bande-annonce, mis à part j'avais entendu la musique de la BO et je vous en avais parlé, j'avais été déçu de ne pas la retrouver dans le film, ne serait-ce qu'au générique de fin. Mais c'est un film qui est juste somptueux, où on retrouve la patte visuelle de Gareth Edwards avec de nombreuses références et notamment au Star Wars qu'il avait pu faire, au meilleur Star Wars de l'ère Disney, le Star Wars Rogue One. En 5e place, un film français une nouvelle fois, Je verrai toujours vos visages, film de Jeanne Herry, qui est bouleversant. Le film m'a littéralement retourné. Le casting est absolument incroyable. On peut retrouver au casting de ce film une pléiade d'acteurs, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Leila Bekti, Dali Ben Salah, Élodie Bouchez, Jean-Pierre Daroussin, Adèle Exarchopoulos. Je vous laisse le découvrir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, foncez. En 4e place, la Palme d'Or du Festival de Cannes, Anatomie d'une chute, film de Justine Triet, qui ne nous représente
présentera pas aux Oscars du meilleur film étranger, mais vu le carton qu'il est en train de faire aux États-Unis, il y a de fortes chances que le film se retrouve dans la sélection des Oscars en tant que meilleur film, et donc il rentre par la grande porte aux Oscars. Ce serait une destinée absolument magnifique pour le film. Et si la France faisait le doublé cette année aux Oscars, meilleur film pour Anatomie d'une chute de Justine Triet et meilleur film en langue étrangère pour La Passion d'Odin Bouffant, on croise les doigts. En troisième place, Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une fresque qui dure un peu plus de 3 heures. Et le film est magnifique, le film est somptueux. On a Martin Scorsese qui pose son cadre, qui pose ses personnages et qui développe la vie de ses personnages. Et ça, c'est complètement fou. Il nous réunit donc dans le même film Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Et ça, c'est complètement fou. Et cette scène de fin, je pense qu'on peut la spoiler maintenant. Je vous avais prévenu lors du podcast, mais maintenant, je pense qu'on peut la dire. Le caméo de Martin Scorsese à la fin qui est juste magnifique. En seconde place, un film que j'ai vu très récemment, c'est La Passion de Dodin Bouffant qui était passé également par le Festival de Cannes et qui m'a roulé dessus. Encore une fois, le film est somptueux, ça donne la dalle. C'est un film sur la cuisine qui est adapté d'un bouquin. La vie et la passion de Dodin Bouffant gourmet, me semble-t-il. Et le film est magnifique, il est somptueux, la cuisine est filmée d'une manière incroyable. Je crois que c'est le mot, incroyable de ce top, mais parce qu'on a eu des films qui sont vraiment le haut du panier de ce qui se fait de mieux en termes de films. Foncez voir La Passion d'Odin Bouffant, c'est somptueux. N'y allez pas le ventre vide. Le boulot qu'a dû être le film, quand on voit que c'est Pierre Gagnère, le chef Pierre Gagnère qui était consultant culinaire sur le film et qui a un tout petit rôle dans le film. C'est assez bluffant de voir comment la nourriture a été filmée. Chaque pièce de viande, chaque poisson, chaque légume que vous pouvez voir, vous pouvez être sûr qu'il y a 4 ou 5 prises derrière. Et donc il faut absolument 5 pièces de viande différentes parce que la nourriture c'est quelque chose de vivant. Et donc en fait, à un moment quand tu lances une cuisson, etc., il n'y a pas de retour en arrière possible en fait. Donc il faut absolument une nouvelle pièce de viande si tu veux recommencer la scène. Et donc ça a dû être un boulot monstre. Mais c'est assez dingue de voir comment 2 entités, 2 personnes qui sont au sommet de leur art, à savoir Tran Han Ung, le réalisateur, et Pierre Gagnère, le chef cuisinier, comment chacun au sommet de leur art, une fois les 2 réunis, donne des images aussi exceptionnelles que ça. C'est complètement fou. Je m'étendrai pas trop sur le film. Un podcast devrait sortir d'ici quelques semaines. On dit pas plus et on avance. En première place, vous devez peut-être vous y attendre si vous me suivez un petit peu sur les réseaux. Babylone de Damien Chazelle, tout simplement parce que, encore une fois, l'aventure du film a commencé pour moi en octobre ou décembre 2022 quand la toute première musique du film a été dévoilée. Je l'ai écouté en boucle jusqu'à la sortie du film. Et là, ça fait littéralement 1 an que j'écoute la BO du film en boucle. Et en plus de ça, le film est magnifique. Le film est incroyable avec Margot Robbie, avec Brad Pitt, avec tout ce qui peut se passer dans le film. Avec en plus, je vous l'ai dit déjà, la BO de Justin Hurwitz qui est magnifique. Babylone, pour moi, c'est un très très grand coup de cœur et c'est mon top 1 de cette année. Et voilà, on en a fini avec mon top 10 pour cette année 2023 qui s'achève. Énormément de films vont arriver en 2024 et je parle même pas de 2025. Ça va être complètement fou ce qui arrive. Et je le répète encore une fois, un top 10 ne peut contenir que 10 films. Donc si votre film préféré ne fait pas partie du mien, eh bien écoutez, rendez-vous sur Letterboxd pour savoir ce que j'ai pensé du film, si je l'ai vu ou pas. Ainsi que sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à venir discuter. On peut discuter de tout, on peut discuter de cinéma, de séries. C'est avec un immense plaisir que je discuterai avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2024 remplie d'amour, remplie de santé, remplie de bonheur. Et que cette année cinématographique soit aussi incroyable que les dernières. Soyez sages et allez voir des films.